Bon, bonjour Louis Fouché. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire un débriefing avec vous. Vous avez été très présent sur divers médias dernièrement et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est avant tout le collectif de scientifiques et de chercheurs et de médecins, Réinfo Covid. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ce qui vous a poussé à créer ça? Tu peux? Ouais, bonjour Xavier. Merci beaucoup aussi de me recevoir. Juste précise au départ, mes conflits d'intérêts se montent à 450 euros sur Transparence Santé. J'ai pas de stock option chez Gilead, chez GSK, etc. J'ai vraiment pas de sous cachés dans un coin. Contrairement au directeur du conseil scientifique anglais, je vous laisse regarder chez nous ce qui se passe. Voilà, je parle en mon nom propre et effectivement, je suis le porte-parole de ce collectif dont tu parles, qui s'appelle Réinfo Covid. Et ce collectif, il est venu d'un constat, en fait, c'est qu'on avait un problème. Il y avait quelque chose de pourri au Royaume de Danemark. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait, dans la politique sanitaire et même dans la façon de créer le savoir autour de la question du SARS-CoV-2 et de la COVID-19. Et même dans les mots qu'on utilisait, en fait, il y avait une confusion, il y avait une narration de la peur qui était faite autour de tout ça. Et donc, on s'est donné quatre objectifs, quatre missions finalement, c'était de sortir de la peur, sortir nos concitoyens de la peur, parce qu'on a l'impression que tout le monde est dans la peur. Il y a des gens qui ont peur du virus, mais je pense que c'est pas la majorité. Il y a des gens qui ont peur pour leur grand-mère, leur grand-père, ça je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, ou pour leur vieille maman ou leur vieux papa, qui se disent oulala, là là, j'aurais pas envie qu'il attrape la maladie. Il y a des gens qui ont peur du grand capital, des multimillionnaires, milliardaires, qui se disent ils sont en train de croquer notre État, de croquer notre épargne et de nous faire mettre dans la dette éternelle comme la Grèce en 2008. Et on va se retrouver à genoux pour 15 générations à devoir faire ce que décident des multimilliardaires au fin fond de la Silicon Valley ou on ne sait pas où. Donc ça, je pense qu'ils ont raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison que Bill Gates décide de la politique sanitaire d'un État. En fait, ça, c'est juste pas normal, en fait. Moi aussi, j'ai peur de Bill Gates, en vrai. Il y a des gens qui ont peur que ce soit un virus synthétique qui a été balancé dans la nature. Et je pense qu'il faut explorer ces questions-là, il faut explorer toutes ces peurs. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur boulot, de fermer leur petite entreprise, des gens qui font des bouffées délirantes aiguës, où ils se demandent si finalement, c'est pas un complot de multimilliardaires qui décide de prendre le contrôle sur nos États. Donc, à qui on donne des neuroleptiques pour les faire taire, en fait. Donc, je pense que toutes ces questions-là, elles sont importantes et qu'il faut réussir à sortir de la peur, à quelque endroit qu'elle soit, parce qu'on a tous peur. Et moi, si vous prenez ma peur actuelle, c'est celle du déferlement totalitaire qui est en cours. On a dans le collectif de très nombreux juifs ashkénazes qui viennent nous voir et qui font partie du collectif et qui nous disent, vous savez, nous, on nous a déjà raconté cette histoire-là dans notre famille. Et on veut pas que ça recommence. Parce qu'actuellement, il y a un déni de démocratie qui est très important et on est dans des lois complètement arbitraires, en fait, qui sont en place. Donc ça, c'est le deuxième champ de Réinfo Covid, c'est de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. Parce qu'on pense qu'actuellement, il est complètement verrouillé, que vous ne pouvez rien dire en dehors des lignes directrices de la pensée unique gouvernementale et des médias mainstream. Et sinon, il y a des mots étiquettes qui vous sont posés dessus immédiatement. Vous êtes rassuriste, vous êtes complotiste, vous êtes ce que vous voulez, qui neutralisent la pensée et vous interdisent d'ouvrir l'espace du débat. Donc au niveau démocratique, il y a des choses très étonnantes qui se passent. Il y a des lois qui sont votées à 30 députés à 3 heures du matin sur des problématiques de bioéthique qui concernent absolument tout le monde, qui sont complètement hallucinantes en fait. Donc ça va pas, ça va pas. Pareil, des reconfinements qui sont votés comme ça, ou pas encore votés pour le Sénat apparemment, mais ça va pas. Et vous avez l'impression que c'est BFM qui décide de la politique sanitaire. Et puis rouvrir l'espace du débat scientifique, parce que, comme tu l'as dit, sur l'hydroxychloroquine, si tu demandes à un médecin aujourd'hui, en fait, il sait pas. Il sait plus. Il est perdu. Il est perdu parce qu'il a tellement de messages contradictoires qu'à la fin, c'est la phrase de Hannah Arendt, quand tout le monde ment, le problème, c'est pas que les gens croient des mensonges, c'est qu'ils croient plus personne. Et ils sont plus capables de voir les quelques-uns qui portent la lumière. Donc, ça, c'est une des choses qu'on cherche à réouvrir. Le troisième champ de Réinfo Covid, c'est l'idée d'infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée. Parce que pour le moment, elle n'est ni juste ni proportionnée. Proportionnée, ça veut dire avoir pesé les bénéfices et les risques de ce qu'on entreprend quand on fait un confinement, quand on masque des enfants à l'école à partir de l'âge de 6 ans. Voilà, pour le moment, on ne pèse pas les risques et on n'a même pas évalué correctement les bénéfices. On en reparlera peut-être après, mais sur le confinement, actuellement, c'est juste un scandale en fait. Il n'y a rien qui va. Et je peux vous dire que la plupart des gens le sentent. Même ceux qui sont hyper en marche et qui suivent la politique sanitaire,
ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est trop dur à remettre en question. Parce que dans leur économie personnelle, ça voudrait dire, mais on s'est trompé. Ou alors on devrait même envisager plus lourd, c'est l'État ne nous veut pas du bien. Ah, ça c'est très très dur à regarder en face, quoi. Mais il va falloir ouvrir les yeux, hein. L'État ne vous veut pas du bien. C'est la réalité, quoi. Sinon, il ferait autrement. Il mettrait l'argent à d'autres endroits. Et puis le dernier champ, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Parce que finalement, si je reprends les 4 raisons d'être qu'on a dit, hein, sortir de la peur, rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique, infléchir la politique sanitaire et mettre en lien tous ceux qui veulent agir, eh ben, on a l'impression que là, les gens, ils sont tout seuls. Ils sont chacun dans leur coin. Et en fait, c'est des petites braises qui s'excitent tout seuls derrière leur écran, à être en colère, à être désespérés, à être tristes, mais qu'en fait, on doit les mettre ensemble. Parce que ces braises-là, ensemble, si on souffle dessus, je peux vous dire que d'un coup, tout va changer. Donc, ça, c'est l'idée de mettre en lien les collectifs et de pas seulement réfléchir dans le vide, mais de donner des bras à cette réflexion. Actuellement, il y a des collectifs de parents, des collectifs d'avocats, des collectifs de citoyens, des collectifs de médecins, des collectifs d'enseignants qui cherchent à faire changer les choses. Mais ils sont tous tout seuls et ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas de prise. Et pour moi, c'est une des raisons aussi pourquoi on poursuit sa politique sanitaire folle et pourquoi les gens s'y accrochent, même s'ils commencent à voir qu'il y a profondément quelque chose qui ne va pas. Ils s'y accrochent parce qu'ils ne sauraient pas comment faire autrement, comment changer les choses autrement. Ils sont face à un mur de verre, en fait. Et donc, ils se disent, il vaut mieux, si je veux rester en lien avec ma société, il faut mieux que je dise, ah oui, oui, c'est important le masque et tout ça, dehors. Oui, oui, les enfants de 6 ans, il faut qu'ils portent le masque. C'est un scandale. Mais on peut comprendre que c'est une situation d'impuissance dans laquelle ils sont. Et ça, notre but, c'est une sorte de re-empowerment des gens, quoi. Leur dire, mais en fait, transformez votre colère et votre indignation en courage. Ne la transformez pas en violence. Actuellement, dans la société, vous sentez cette bifurcation potentielle. On peut partir d'un côté vers quelque chose d'hyper violent et de destructeur, ou alors on peut partir vers du courage et la détermination de dire non aux quelques-uns qui ont décidé de s'emparer de notre destin. Hier, vous avez Isabelle Saporta, que je ne connais pas par ailleurs, pour laquelle je n'ai pas plus d'affection que ça, mais qui a dit sur un plateau télé, pourquoi est-ce qu'on se mêle de ce que vous faites dans votre maison, si vous faites ou non un bisou à votre enfant ou à votre mari? Et elle a raison. L'État n'a pas à se mêler de ça. Ça commence avec l'habeas corpus et la Magna Carta dans l'histoire. Vous devez vous prémunir contre l'arbitraire du roi. Et ça, les Anglais l'avaient très bien compris, les Américains aussi. Et je crois qu'il faut qu'on le retrouve. Nous devons nous prémunir de l'arbitraire du roi. Ça répond un peu aux questions sur Réinfo Covid. Et donc, très bien, très bien. Très motivé. Juste pour être un petit peu plus succinct. Donc, Réinfo Covid, c'est quoi? C'est réouvrir le débat de la science, c'est réinformer les gens, c'est rassurer. Ouais, c'est ces 4 choses-là. C'est sortir de la peur, ouvrir le débat démocratique et scientifique, infléchir la politique sanitaire, d'accord, la vie de la cité, et on a une vocation de réunion des gens, de les mettre ensemble. Ces 4 choses-là, on cherche à faire ça. Et donc, on va vraiment, depuis bench to bedside, quoi, je sais pas comment dire, on dit ça en recherche transactionnelle, c'est depuis les bancs de la faculté jusqu'au lit du malade, c'est-à-dire on va des bancs de la faculté jusqu'à de l'éducation populaire. Parce qu'on pense que là, il y a les gens qui ont peur, on ne peut pas les forcer. Il va falloir beaucoup d'empathie, beaucoup d'affection, il faut aussi de la science, mais en vrai, là, les gens, ils ont le nez collé dans le guidon sur des courbes épidémiologiques, mais je pense qu'à un moment, il va falloir se décoller de ça et regarder une image plus ample de ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans le collectif, on a des sociologues, on a des philosophes, on a des citoyens, on a des artistes. Parce qu'en fait, il se passe autre chose que juste une épidémie. Il se passe une épidémie, on va en reparler. Mais il se passe aussi un hold-up de démocratie, il se passe aussi un hold-up de votre épargne. Et, et ça, c'est en cours, quoi. Charles Gave nous a prévenu il y a 6 mois de ça, hein. Il a dit, on est en train de faire disparaître votre épargne, de vous endetter à vie. Et c'est un hold-up. Donc, quand il y a un hold-up, vous êtes 200 dans la banque, il y en a un seul qui est en train de vous braquer. Tout le monde peut s'intéresser. C'est un vrai pistolet, là? C'est sûr qu'il n'est pas en plastoc? Il tire fort, tu crois qu'on peut se faire tuer par ce pistolet? Ça, c'est le nez collé sur l'épidémie, quoi. L'épidémie, c'est le pistolet. Mais il y a quelqu'un qui est en train de braquer, quoi. Et donc, il faut qu'on se mette à 200 pour arrêter le braquage. Enfin, super, merci, merci Louis. Juste quand même pour essayer d'illustrer un petit peu, donc tu es médecin, anesthésiste, réanimateur. La première vague, c'était comment et comment ça se présente, ce qui est en train de se passer en ce moment à l'hôpital? Ouais, alors je reprécise encore une fois que je parle en mon nom, pas du tout pour tous les réanimateurs, ni pour la PHM.
j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui a été fait. La première vague, moi j'aimerais bien qu'on remette des bons noms, c'est la première épidémie. Parce qu'actuellement, c'est pas une deuxième vague, c'est une deuxième épidémie à un variant 4 du SARS-CoV-2. C'est très différent parce que si on dit c'est un variant 4 du SARS-CoV-2 qui est suffisamment différent pour ne pas générer d'immunité et faire une deuxième épidémie, le corollaire, c'est que la vaccination, ça sert à rien du tout. Et que c'est pas le bout évolutif du truc. Macron vous a dit dans son discours, de toute manière, ça s'arrêtera en juin 2021 quand vous aurez le vaccin. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai, en fait. Là, actuellement, on a des gens qui ont fait un premier Covid, un deuxième Covid, un troisième Covid, avec 3 variants différents. Donc, c'est très étrange. Donc, sur la première épidémie, si tu veux, on a vu arriver le confinement à Marseille, nous, au moment où ça allait commencer. On était comme des surfeurs au bord de la plage, à se dire, bon, il y a une vague, on en entend parler, on a entendu les Italiens, on a entendu l'Est, le Nord, Paris, mais nous, c'était pas encore là. Et puis nous, on avait une citadelle, un bastion, c'est l'IHU, quoi, qui a dit d'emblée, ce sera une épidémie de peur. Et c'est ça qu'il faut, voilà, avant d'être une épidémie virale, ce sera une épidémie de peur. Donc il faut qu'on tienne bon face à la tempête et l'IHU a mis en place très très vite une organisation, mais extrêmement impressionnante, quoi, hein, de tests, de diagnostic derrière les tests, de thérapeutique, de consultation, de thérapeutique, d'hospitalisation. Et donc le flux a été beaucoup canalisé par les urgences d'un côté et par l'IHU de l'autre. L'IHU, c'est l'Institut hospitalo-universitaire de Didier Raoult. Et puis nous, on a eu ce qui arrivait après. Et une semaine avant, 10 jours avant, la réanimation où je suis, où je fais de l'hématologie, hein, des leucémies, des lymphomes, puis des grands brûlés, on nous a dit non, vous ne participerez pas, c'est pas la peine. 10 On jours vous a avant, on nous a dit exclu, quoi. en fait, si, vous allez participer, désolé. Donc, on a eu 10 jours pour mettre en place l'organisation. Et ça, j'ai énormément de respect pour la chef d'unité fonctionnelle, quoi, le docteur Viramus, et pour, qui est ma collègue, en fait, hein, une copine de promo, qui ont travaillé ensemble. Et puis pour toutes les infirmières anesthésistes, les cadres, les infirmiers et infirmières du service, on a réussi à faire un truc incroyable en une semaine. Puis on a réussi à accueillir des patients. Effectivement, il est arrivé beaucoup de patients. Il y a certains de mes collègues réanimateurs qui ont été traumatisés de ça, parce qu'ils ont vu arriver un très grand nombre de patients d'un coup, et qu'on était dans ce qu'on appelle un afflux saturant de victimes chez les militaires. Et les afflux saturants de victimes, ça veut dire vous êtes au-delà de ce que vous savez faire. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Et ça, au début, on n'a pas bien compris, parce qu'on n'a pas appliqué ce que font les militaires d'habitude, et on n'a pas appliqué non plus ce qui était marqué dans les plans pandémie. Tout était marqué, hein. Raoult, il avait déjà fait le travail, Perron aussi, ils avaient fait des plans pandémie, mais on ne l'a pas fait. C'est très étonnant. On a fait le confinement, c'était un truc bizarre, conseillé par Ferguson, qui en plus était complètement faux. Et les plans pandémie, c'est l'idée que vous avez en gros une bouteille qui se remplit trop vite et qui se vide pas assez vite. Cette bouteille, vous pouvez essayer de lui donner de la plasticité pour qu'elle supporte un peu plus de remplissage. Et donc, vous allez déployer des lits. C'est ce qu'on a fait en fait. Et là, l'ARS PACA l'a très bien fait. Et de manière progressive, là encore, il faut dire les choses quand elles sont bien. Ils ont déployé des lits au fur et à mesure de manière très efficace. Et puis, ensuite, mais par contre, ça a été à un prix très très coûteux. C'est-à-dire qu'on a déployé ces lits à la condition d'arrêter intégralement la vie. C'est-à-dire que tout dans l'hôpital s'est arrêté. On a arrêté de faire des chirurgies pour les cancers, on a arrêté de faire des consultations pour les cancers, les lymphomes, les leucémies, on a arrêté de voir les gens pour leurs consultations chroniques. Et donc, on a mis une perte de chance sur ces gens-là très importante. C'est des gens qui ont eu 3, 6, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique sur leur pathologie et qui ont c'est peut-être des mots compliqués pour le grand public, mais ça veut dire en gros, on les a mis dans le rouge sur leur pathologie et ils n'ont pas. On les a pas soignés, quoi. Voilà. On les a pas soignés. Il y a eu une perte de chance. Et là, il faut appeler Toussaint, Monsieur Toussaint, venez pour donner les chiffres. Mais parce que lui, c'est celui qui est bon dans les chiffres. Mais si vous voulez une estimation du nombre de personnes que ça a touché, enfin, en Angleterre, on considère que c'est entre 200 et 300 000 morts des effets secondaires du confinement et de la perte de chance liée à la vague épidémique. Donc là, ça a été pareil chez nous, c'est-à-dire qu'il y a eu une perte de chance majeure pour ceux qui n'ont pas pu venir à l'hôpital parce qu'on a déployé toutes les forces de l'hôpital sur un front. Et ça, c'est une erreur en fait. Dans les plans Mascal, c'est pas ça qu'il faut faire. Il vaut mieux trier les gens qui s'en sortiront pas dès le départ. Et ça, c'est difficile à entendre pour le grand public, mais d'emblée, nous, on a dit les gens de plus de 80 ans, dans mon hôpital, hein, et les gens de plus de 80 ans, ils rentreront pas en réanimation. Difficile à entendre, hein, mais c'est parce qu'on sait que la réanimation, vous sortez jamais mieux que ce que vous étiez avant. Et vous allez perdre encore plus de plumes, et donc vous en remettrez jamais. Même si vous en sortez, vous allez mourir dans les 2 mois qui suivent, etc. Quand vous avez trop de maladies, vous êtes trop fatigué.
La réanimation, c'est pour passer un cap réversible. Et donc, il faut que vous soyez déjà pas mal en forme avant. Que vous ayez Attention, faut que tu aies la force de pouvoir en sortir, quoi, voilà. La ouais, probabilité d'en sortir. exactement. Ouais, parce que ça va être très invasif, très agressif. La réanimation, c'est une descente aux enfers pour les gens. C'est vraiment quelque Et chose de très, très lourd. c'est une décision difficile, non, pour des médecins de Ouais, c'est prendre une ce genre de décision décision? difficile, elle peut pas être automatique. Et puis, elle peut pas être tout seul. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on se réunissait tous les jours avec tous les médecins des secteurs Covid. Il y avait des secteurs Covid où, avec des internistes, des endocrinologues qui prenaient les malades Covid graves de l'IHU ou qui le prenaient en post-Covid. Ça aussi, c'est rigolo. Au début, on a pensé que le post-Covid, c'était après les premiers jours, les 5 premiers jours, ça allait aller bien. Mais en fait, non, il y avait un rebond entre le 8e et le 12e jour vers J10, qui était cet orage inflammatoire. Et donc, nous, au début, c'est pareil, on avait prévu d'avoir presque personne en réa. Mais en fait, on s'est retrouvé avec plein de malades qui venaient dans un deuxième temps, après être passés à l'IHU, etc. Donc, si jamais Donc, je te suis bien… Ah, pardon. ouais, je reviens sur la question du triage et de la décision éthique. Elle est super lourde à porter. C'est une des difficultés de mon métier, en fait. Vraiment quelque chose qui peut te plomber au fur et à mesure du temps, parce que c'est une espèce de pari sur l'avenir et c'est une discussion. Donc, on a fait la discussion avec tous les midis. À midi et demi, on avait une réunion avec les gens des secteurs Covid. Et puis, on mettait des ordres de priorité dans les patients en disant bah, celui-là, il a 82 ans, il n'a pas trop d'antécédents, mais il y a un autre de 65 ans. Bah, en fait, celui de 82 ans, il va être sous le dessous de la pile. C'est du triage. Oui, c'est du triage, mais Et c'est un choix et il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance aux ouais, je médecins, je pense qu'il pense. faut nous faire confiance et surtout, il faut comprendre qu'on le fait tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. En situation épidémique, c'est un peu exacerbé, mais en fait, on le passe notre temps à le faire. Les chirurgiens, les médecins nous proposent des patients et on dit mais non, ça n'a pas de sens, c'est futile. Ce sera de l'obstination déraisonnable, ce sera de l'acharnement, tu l'appelles comme tu veux. Mais en gros, on dit ça n'a pas de sens, il faut pas le faire. Et on Merci passe de partager notre cet année. élément, Louis, qui ne doit pas être facile à porter tous les jours, parce qu'on n'en entend pas souvent parler sur les plateaux de télévision de ce genre de choses. Et j'en suis conscient. Donc, si Juste un on mot passe à aussi, la… c'est ne pas prendre en réa, ça ne veut pas dire ne pas soigner. Ça ne veut pas dire mettre du Rivotril en EHPAD. Ça, c'est un scandale éthique sur lequel on reviendra probablement dans plusieurs années. Et voilà, j'ai tout mon respect pour les gens qui travaillent en EHPAD. Il y en a qui ont très très bien fait leur travail, etc. Je ne fais pas du tout de généralisation. Mais par contre, la directive gouvernementale disant qu'on peut distribuer du Rivotril, c'est-à-dire un médicament qui en gros fait arrêter de respirer aux gens qui respirent mal en EHPAD, c'est un scandale sanitaire sans précédent. D'accord. Et c'est Bon, parce ça que ne pas sera… prendre en réa, ça ne veut pas dire il faut vous tuer, ça veut dire il faut vous soigner. Vous pouvez avoir de l'hydroxychloroquine, du Vitromax, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir des anticoagulants, vous pouvez avoir du décorticoïde. Donc Ça, c'est pas là important. pour reprendre un des mots que tu as dit, c'est que en fait, ce n'est pas une deuxième vague, c'est une espèce de deuxième épidémie. Ça se présente comment? En fait, on entend un peu tout et n'importe quoi avec les chiffres. Comment les soignants appréhendent, on va dire, la situation actuelle et la vivent? Je ne peux pas parler pour tous les soignants, je peux juste parler pour moi, parce que dans les soignants, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gens qui, comme moi, sont pragmatiques, en fait, courageux, et je me jette pas de fleurs, mais en gros, moi, j'ai pas peur, en fait, du SARS-CoV-2, j'ai plutôt peur du déferlement totalitaire. Et donc, cette deuxième vague, donc deuxième épidémie, on va dire, pour avoir des mots clairs, il y a d'abord effectivement, et ça, il y en a beaucoup qui l'ont dit et qui ont été traités de rassuristes, il y a une épidémie de tests positifs. Ça, c'est la première chose. Et ça, il faut bien expliquer au grand public, avoir un test positif, ça n'est pas être malade du Covid-19. C'est pas la même chose. L'immense majorité des gens qui ont un test positif sont asymptomatiques ou bénins. Plus de 97% des gens. Donc, quand on vous dit il y a 50 000 tests, il y a 50 000 cas par jour, il y a 50 000 contaminations par jour, en fait, c'est la narration de la peur qui joue sur les mots. Non, il y a 50 000 tests positifs par jour. Là encore, il faut rajouter une deuxième nuance. Est-ce que c'est 50 000 nouveaux tests positifs par jour? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà positifs et qu'on reteste et qui sont encore positifs. Donc là, il faut bien entendre le mot nouvellement positif. Sinon, ça ne veut rien dire. Parce que nous, par exemple, les gens qui sont positifs, on va les retester tous les 3-4 jours pour savoir s'ils sont toujours positifs. Mais ce n'est pas des nouvelles choses. C'est des gens dont on sait déjà qu'ils sont positifs. Pareil, il y a des gens qui viennent 2-3 fois dans la semaine dans la queue de l'IHU pour se refaire tester parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils vont à un mariage ce week-end, ou parce qu'ils partent en vacances. Donc,
Vous ne savez pas quoi faire en fait. Tu ne sais pas quel est le numérateur et quel est le dénominateur. Donc ça n'est pas un indicateur intéressant que de savoir combien il y a de cas positifs. Et c'est même quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut arrêter les tests en population générale. Le test, c'est pas over the counter. Le test, c'est une prescription médicale qui doit avoir un sens. Okay, parce que là, on a désapproprié les médecins des tests et on a dit, bah ouais, c'est l'ARS qui peut prescrire, c'est des députés qui peuvent prescrire. Mais non, bien sûr que non. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le test, c'est un outil de complément d'information pour un médecin lors de son examen clinique. Oui, l'examen clinique et l'anamnèse. Ça, on y reviendra tout à l'heure peut-être, mais nous, on établit une histoire et des symptômes en interrogeant les gens, et on a une probabilité pré-test d'avoir telle ou telle maladie. C'est-à-dire, avant d'avoir fait aucun test, est-ce que c'est plutôt un infarctus, plutôt une embolie pulmonaire, plutôt autre chose? En fait, tu vas avoir déjà une bonne idée. Tu vas pouvoir. Je te donne un autre exemple qui va peut-être faire sourire les auditeurs. C'est tu prends. Quelle est l'origine du virus? C'est plutôt une chauve-souris qui a chié sur un pangolin dans un marché, ou c'est plutôt il y a un P4 à Wuhan qui fait de la recherche gain of function sur les coronaviridés? Tu vois, quelle est ta probabilité pré-test? Bah, je peux te dire qu'elle est forte, elle est sérieusement en faveur de la deuxième option. Donc voilà, donc on établit une probabilité pré-test de notre anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'histoire du patient et ses symptômes et les signes qu'on détecte. Et puis on essaye de valider cette hypothèse par un test. Si tu fais un test comme ça complètement, juste une probabilité pré-test, c'est une probabilité qui est définie a priori. Avant. Exactement, exactement. Et le test, lui, va corriger cette probabilité. Si j'ai quelqu'un qui tousse, qui crache, qui a de la fièvre, et je peux lui faire un électrocardiogramme, mais ça va rien changer à ma probabilité pré-test. L'électrocardiogramme, il cherche un problème cardiaque, un problème de coronaire. Moi, je veux affiner la probabilité pré-test qu'il ait une rhinopharyngite ou une pneumonie, et je vais chercher quel est le germe en cause. Donc, je vais plutôt faire des prélèvements pour savoir quel est le virus en cause dans sa pneumonie. Donc, ce que tu dis, c'est en fonction des symptômes, tu as des outils. Le test est un des outils pour aller mesurer quelque chose, comme tu pourrais lui faire une prise de sang et aller vérifier au travers. Exactement, ouais. Et donc, il ne faut pas faire des tests en population générale. Il faut faire des tests, et ça, Didier Raoult a raison, hein. Il faut faire des tests, mais il ne faut pas les faire en population générale. Il faut arrêter le délire, d'autant plus qu'encore une fois, la balance bénéfice-risque est en défaveur du bénéfice. Si vous avez il y a plein de gens que ça stresse, ils attendent leurs résultats, ils ne savent pas. Ça induit des arrêts de travail prolongés, des non-retours au boulot. Ça fait qu'ensuite, l'ARS va chercher des cas contacts, de cas contacts, de cas contacts, de cas contacts. Il va y avoir un recrutement massif d'agents administratifs alors qu'on devrait recruter des médecins et des infirmières et des aides-soignants. Donc, c'est complètement débile, en fait. Vous mettez des bâtons dans les roues tout seul en faisant ça, et il ne faut pas le faire. L'autre chose, c'est si vous consacrez 2,5 milliards pour les tests, ce qui est actuellement le cas, ça va pas, hein. Vous allez offrir des Maserati aux biologistes, mais vous n'allez pas aider le système de santé. Donc c'est une mauvaise décision. Ce qui veut dire que donc il y a un problème avec les chiffres, quoi, aujourd'hui. Oui, il y a un problème avec les chiffres. Donc il ne faut pas s'intéresser à ça. Par contre, il y a des chiffres qui sont importants. C'est combien vous avez de gens en réanimation et combien il y a de gens qui meurent. Ça, combien il y a de gens qui meurent, ceux-là, ils sont encore discutables. Pendant la première vague épidémique, on a eu 12 000 morts en EHPAD. Tu ne sais pas de quoi ils sont morts. Ils n'ont pas été testés. Et en gros, on leur a mis on les a laissés mourir. Donc ça, c'est un scandale. Et en plus, tu sais pas. Et on a plein de témoignages qui reviennent vers Réinfo Covid, de soignants qui nous disent, nous, on nous a dit de cocher Covid. Hein. Elle est morte d'autre chose, la personne, hein, mais on nous a dit ça. Donc ça va sortir à un moment. Hein. Ça, les gens vont le dire. On va se rendre compte qu'il y a une surévaluation des morts du Covid très importante. Le type qui s'est pendu sur le cours Lyoto parce qu'il n'en pouvait plus du confinement, il est mort officiellement du Covid. Donc là, il y a un vrai travail à faire et qui va être difficile à faire, qui va prendre du temps. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais à savoir vraiment, mais combien de gens a tué ce virus et cette épidémie. Et pareil, dans ceux qui sont morts à l'hôpital, c'est un peu pareil. Hein. Les gens, d'un coup, ils ont eu des neuro-Covid, des néphro-Covid, des cardio-Covid. Tout le monde était Covid. Il n'y a plus personne qui est mort d'autre chose. Et ça, tu le vois à la fin mais est-ce qu'il y a vraiment une surmortalité sur toute l'année? C'est pas clair encore. Il n'y a presque pas de surmortalité. Il y a une surmortalité légère, mais qui suit la courbe habituelle d'augmentation de la mortalité depuis des années dans notre pays. C'est-à-dire que d'année en année, petit à petit, il y a une surmortalité qui s'installe. Là encore, j'appelle Jean-François Toussaint à la rescousse pour donner des chiffres précis aux auditeurs. Je ne les ai pas sous les yeux là, mais donc les chiffres sont faux. Toujours est-il que là, tout de suite,
il se passe quelque chose, il se passe pas rien. Et donc, il y a effectivement une deuxième épidémie. Et actuellement, je te donne les chiffres sur PACA, parce que ceux-là, je les connais. On est à peu près 5 millions d'habitants. Et il y a environ 500 lits, maintenant il y en a un petit peu plus, 500 lits de réanimation installés au départ. Actuellement, on a 430 lits de réanimation qui sont occupés par du Covid. Donc ça veut dire que ouais, il y a de la tension sur la réanimation, clairement. Dans ces malades-là, il y en a qui sont... Par rapport à l'année dernière, à la même période, le taux d'occupation des lits, c'est à peu près pareil? Ouais, c'est à peu près pareil. Moi, je vois pas de différence sensible dans mon hôpital. Par contre, c'est plus des Covid qu'autre chose. Donc, effectivement, moi, je ne me sens pas plus en tension que l'année d'avant, mais en revanche, il y a plus de Covid, quoi. Mais ouais, ça veut dire qu'en fait, on a un système qui n'est pas résilient. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de s'adapter au moindre petit choc extérieur. Parce que là, c'est pas un très gros choc, hein. C'est un petit choc. C'est-à-dire que c'est 450 patients sur 5 millions d'habitants. C'est pas énorme, hein. Et puis, en termes de morts, c'est 3 à 9 morts par jour sur 5 millions d'habitants pour nous en PACA. Bon, ouais, il n'y a pas de panique en fait, hein, tout va bien. Mais la réalité, c'est que on est en tension et on est en tension depuis des années dans l'hôpital public. Il y a eu moins 96 000 lits sur l'hôpital public en 15 ans, de manière complètement volontaire et programmée. Hein. C'était dégraisser le mammouth, hein, vous vous souvenez, pour faire le virage ambulatoire et puis promouvoir les structures semi-privées en partenariat avec le service public. Le tout dans une idéologie néolibérale qui vient de l'Union européenne aussi, hein, qui nous impose ça, de dégraisser le mammouth systématiquement et de faire une chaîne de montage, une chaîne de production et de consommation de biens et services de soins, comme une industrie, qui soit parfaitement rodée, mais par contre qui n'est pas capable de s'adapter quand il se passe quelque chose d'un peu imprévu. Donc là, c'est le cas. En réanimation, ça n'a pas trop bougé depuis 2 ans, le nombre de lits, mais par contre, le nombre de soignants, lui, clairement a baissé. Et actuellement, on n'a pas assez de soignants, pas assez d'aides-soignantes. Je vous donne une petite anecdote, mais mes 2 dernières gardes, enfin pas la dernière, mais les deux gardes d'avant, on a fait une place pour recevoir un malade. Il n'y a pas eu d'ASH, c'est-à-dire les gens qui font le ménage. Il n'y a pas eu de personne pour faire le ménage pendant 16 heures. La chambre n'a pas été utilisable pendant 16 heures à chaque fois. Donc ouais, on est en tension, mais c'est pas de confiner les gens ou de mettre des masques à l'école qui va changer quoi que ce soit, quoi. C'est de mettre de l'argent dans le système hospitalier. Quand vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Macron dit c'est pas possible, on ne peut pas recruter des gens. C'est pas vrai. L'hôpital européen, à côté de chez nous, en 3 jours, ils ont ouvert 25 lits de réanimation. Quand on veut, on peut. Et sur des fonds publics, hein, pas sur des fonds privés. Donc quand tu veux, tu peux, quoi. Il n'y a pas de problème, en fait. Ce qui veut dire que et puis, il y a plein d'autres. Les chiffres sont erronés ou pas aussi inquiétants que tu le dis. Quid des décisions et des mesures qui sont prises, que ce soit le confinement. Donc là, on vient de parler quand même de l'absence de moyens qui est donnée à l'hôpital par rapport à des milliards qui sont donnés aux testeurs. Que penses-tu des mesures qui sont prises? Tu imagines bien que je suis pas d'accord avec et que je pense qu'il faut maintenant que les Français se réveillent. Que les Français se réveillent et comprennent qu'en fait, on ne veut pas leur bien. Qu'il y a autre chose qui se trame, il y a autre chose qui se noue. Il n'est pas question de soigner les gens, en fait. Il est question de les contraindre. C'est difficile à regarder en face, hein, mais il y a quelque chose qui se noue qui est très, très étrange et étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a beaucoup de gens avec qui je discute, ils me disent « mais je ne comprends pas, pourquoi le gouvernement ne vous voudrait pas du bien ?» en fait. Et ils butent sur cette question, ils sont dans une aporie dans leur réflexion, ils n'arrivent pas à aller un cran plus loin, dans le cran économique, dans le cran… J'ai des amis américains, ils me disent « quand tu ne comprends rien, follow the money ». Suis l'argent. Et là, tu comprendras. Mais je reviens plus sur le côté sanitaire avant d'essayer d'ouvrir le champ du débat. Il y a d'autres moyens que le confinement, que de masquer les gens dans la rue, etc. Et puis, c'est une balance bénéfice-risque. Tu fais des mesures, mais tu regardes quels sont les effets. Le masque dans la rue, actuellement, il est en train de déchirer la population, en fait. Les gens se battent pour des histoires de masques dans les supermarchés. C'est ridicule, en fait. On ne devrait pas se battre. Les mamans pleurent après avoir déposé leur enfant à l'école. On va mal, quoi. Le nous va mal, le nous collectif va mal. Et donc, il y a toutes ces conséquences-là psychologiques, sociologiques, affectives. Il y a des conséquences sanitaires aussi. Quand tu confines les gens, il y a ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui ne vont pas se faire soigner. Il y a une énorme perte de chance. Il y a des personnes âgées qui vont décliner, parce que quand tu les isoles socialement, c'était tout ce qui les tenait à la vie, en fait. Waouh, quelle découverte de découvrir que l'humain a besoin de liens, a besoin d'amour, a besoin de se toucher.
On devrait se remettre ça dans la tête très fort, hein. Donc, la distanciation sociale, c'est une connerie. Il faut une distanciation physique, mais il ne faut pas de distanciation sociale, surtout pas. Il faut être en lien très fort. Donc, il y a d'autres moyens alternatifs, et ces moyens alternatifs, c'est ce que je t'ai dit sur la bouteille qui se remplit trop vite et qui se vide trop doucement. Tu peux essayer d'accélérer la vidange, c'est-à-dire faire sortir plus vite les gens que d'habitude de réanimation. Ils ont encore de l'oxygène, mais il y a un aval. Tu as créé un aval d'hospitalisation et puis un aval de médecine de ville. Actuellement, cet aval, il est un peu... il a du mal à se faire. En plus, c'est une maladie qui dure un peu longtemps et donc on a du mal à le mettre en place de manière bien. Mais on pourrait tout à fait, au bout d'un moment, soigner des gens à la maison, encore avec de l'oxygène. On a des prestataires de services qui savent le faire. Des infirmières à domicile, des médecins qui peuvent suivre. Et voilà, on sait que les gens ils vont aller vers le mieux. Et là, tu accélères la vidange de tes réanimations, tu accélères la vidange de l'hôpital. Tu peux freiner l'amont. Alors, il y a plein de mesures, mais c'est l'idée de laisser les médecins de ville prescrire ce qu'ils ont envie de prescrire. Je veux dire, on va se faire censurer sur YouTube s'ils parlent de hydroxychloroquine. C'est ça, mais hydroxychloroquine, Zitromax, Zinc, là, il faut regarder la littérature pour de vrai. Il faut que les gens arrêtent de lire la méta-analyse BFM, en fait. Le problème, c'est que j'ai des collègues, des internes, par exemple, ils ont reçu des sociétés savantes une slide avec la méta-analyse de Fiolet, la méta-analyse BFM, quoi. Et donc, ils disent, ah ben non, ça marche pas, en fait. Et ils n'ont pas la curiosité ni de même d'aller lire le texte lui-même, ni de le critiquer. Vous avez sorti hier, je crois, ou avant-hier, un super texte justement de cette méta-analyse où il y a des gens qui critiquent quelles études ont été choisies, etc. Et c'est super parce qu'à la fin, on dit non, en fait, ça sert sûrement à quelque chose. Et en tout cas, c'est pas risqué, quoi. Et donc, dans la balance bénéfice-risque, en tout cas, il faut laisser les médecins faire. Il ne faut pas que l'État se mêle de ça. Pourquoi l'État se mêle de ça, en fait? Et la NSM n'a pas à se mêler de ça non plus. Donc, pour il faut reparler, laisser les médecins prescrire. il faut laisser les Ça médecins. permet de freiner le flux entrant. Parce que si tu as des gens qui en bénéficient et qui ne vont pas faire de forme grave, tu diminues le remplissage de ta bouteille. L'autre chose pour diminuer le remplissage de ta bouteille, c'est de cibler les populations à risque. On sait qui est-ce qui va en réanimation. C'est les personnes âgées, c'est les personnes hypertendues, obèses, diabétiques. C'est les personnes immunodéprimées qui ont des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des cancers, des choses comme ça. En fait, ça va faire 15% de la population peut-être. Il vaut mieux cibler ces 15%-là et leur donner un FFP2 qui, lui, est utile, plutôt que de leur faire croire qu'ils vont être protégés par un masque de papier, comme dans les Guignols, qui ne sert à rien, en fait, où il y a marqué sur la boîte qu'il ne te protège pas. Le FFP2, c'est un masque, hein, c'est ça? Oui, le FFP2, c'est un masque, le masque canard, en fait. Celui-là, il freine les particules virales, clairement, il te protège. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire. Et en termes de cost effectiveness, c'est beaucoup plus cost effective. C'est d'un coup, il y a, tu freines vraiment les formes graves. Ok. Il y a plein d'autres choses à faire encore, hein, mais non, mais là, on a fait un peu le tour des mesures. Donc, on sent qu'il y a certaines des mesures qui sont prises, il y a des alternatives. Et tout ça, ça a un impact sur les Français. Donc, je t'ai entendu dire sur plusieurs émissions qu'il y avait un impact fort sur les Français et psychologique qui dépasse, on va dire, le côté santé purement médical du terme, mais plutôt la santé humaine. Tu peux nous en dire un petit peu de ce que tu as vu, de ce que les gens te disent, que ce soit dans le cadre de ton rôle de médecin ou de Réinfo Covid? Oui, tout à fait. Alors, on est un peu au carrefour parce qu'on reçoit des témoignages. En fait, là, hier, j'ai quelqu'un qui est pédopsychiatre avec des sourds et muets. Donc, il m'a dit, les enfants sourds et muets, là, avec le masque, ça va pas, quoi. Et c'est juste du bon sens, en fait. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer plus avant pourquoi. C'est juste du bon sens, en fait. Mais là, on est en train de faire du mal. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à enfants, hein. J'ai dit très rapidement sur CNews, mais actuellement, dans les crèches, les gens qui gardent les enfants, les nounous, en fait, hein, nous on appelle ça les tatas à Marseille, mais de manière assez affectueuse, hein, les tatas, elles sont masquées, elles ont théoriquement pas le droit de toucher les enfants. Alors heureusement, elles outrepassent leurs droits, elles les touchent, et puis je pense qu'elles se démasquent, j'espère, parce que ça fait des enfants qui n'arrivent plus à voir les lèvres bouger de leur nounou, qui du coup n'arrivent plus à apprendre à parler, n'arrivent plus à associer l'émotion à l'articuler. Et tu peux imaginer que dans la vie d'un enfant de 2 ans, 3 mois, c'est énorme en fait. Ouais. Ça leur fait un mal très important en fait. Et c'est difficile à regarder aussi pour les parents parce qu'ils ont du mal à regarder ça en face. Ils se disent bon, ça va passer, tout ça. Mais non, on est en train de faire du mal. Hein. Nous, on a plein de témoignages comme ça. C'est vrai aussi chez les personnes en déclin cognitif, toutes les personnes qui ont un début d'Alzheimer. Mais ça va, ils étaient à la maison, ils
ils avaient leur vie qui continuait bon an, mal an. Bah, ceux-là, ils sont en train de dévisser complètement, quoi. On a des amis dans les quartiers nord qui portent des repas, des travailleurs sociaux, et nous disent, bah voilà, on a des personnes âgées, elles ne sont pas sorties de chez elles depuis 7 mois, là. Confinement, pas confinement, tellement elles sont terrorisées, en fait. Et donc, elles vivent avec des gants, un masque, de longue devant BFM, à se faire hypnotiser. Donc, avec les volets fermés, bah, ces gens-là, ils vont mourir, hein, c'est sûr. Ils ne vont pas mourir du Covid. Hein. Ils vont mourir de détresse sociale, psychologique, affective. Il y a des bouffées délirantes aiguës, il y a donc des gens qui sombrent dans un délire, il y a des schizophrénies qui se dévoilent, il y a des épisodes dépressifs majeurs, il y a des vagues de tentatives de suicide et de suicide. Enfin, on va mal, on va vraiment mal, en fait. Et en plus, on est mis en situation d'impuissance systématique, ça c'est encore plus désespérant. C'est-à-dire que tu vas déjà mal et en plus on te recolle un confinement dessus, il n'y a pas de raison, on sent bien que c'est injuste, que c'est pas proportionné. Il y avait dans une émission avec moi une commerçante qui s'est mise à pleurer en fait quand elle a entendu les annonces de Macron, parce qu'on devait faire des commentaires sur les annonces de Macron. Elle a dit bah, ils vont me faire crever. Et les entrepreneurs, c'est ça qui se passe en fait. La réalité, c'est qu'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils sont en train de crever. Donc, et ils ont une attitude comme d'enfants battus, c'est-à-dire que juste après, elle dit pourtant on avait tout bien fait, on avait respecté, on est comme punis. Je pense qu'il faut sortir de cette attitude d'enfant battu. Maintenant, on est des adultes responsables pour nous et pour les autres. Et c'est des conneries de vous faire penser que c'est un geste citoyen de mettre votre masque. C'est juste pas vrai. C'est pas ça qui unit. Au contraire, ça nous désunit. Ça détruit notre société. Là, il est temps d'être courageux, quoi. Il est temps de se relever, de dire non, en fait, de dire simplement non, de manière non violente. Je te l'ai dit au début. Hein, je pense qu'on est à une croisée des chemins où il peut y avoir un déferlement de violence face au déferlement totalitaire. Et je crois que c'est pas bon. Moi, je pense pas que ce soit bon. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite pour mes enfants et pour ma société. Ou alors, on peut se mettre debout de manière non violente, comme Martin Luther King, comme Gandhi, et dire juste simplement droit et déterminé. Ça va s'arrêter maintenant. Et juste c'est très bien sur ça. Juste pour revenir un peu, tout à l'heure, tu as parlé d'hydroxychloroquine. J'aimerais toucher un petit peu sur le traitement et le rôle des médecins en ville et à l'hôpital. Mais j'aimerais y ajouter une autre dimension, que ce soit dans Réinfo Covid ou dans ton rôle de médecin. Est-ce que tu as regardé ce qui se passait à l'étranger? Est-ce que tu as essayé de comprendre un petit peu ce qui avait été bien fait, vu que tu as parlé avec tes collègues pour savoir comment orienter les patients, les trier, etc. Est-ce que tu as des relais à l'étranger? Et comment sont perçus, on va dire, les Français qui ont cette médecine qui est si enviée de par le monde? Alors, j'ai pas de relais beaucoup. J'ai quelques amis aux États-Unis qui sont médecins, mais les États-Unis sont vraiment dans une situation très particulière en fait, où il y a tellement de tensions politiques que tout est polarisé autour de la campagne présidentielle. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont perdus, quoi. Vraiment, là, c'est très difficile pour eux. Il y a énormément de tensions. Effectivement, moi j'ai appelé dans des réanimations italiennes. Et puis dans l'Est, dans le Nord, je n'ai pas été voir dans d'autres pays. Ce que je vois, c'est un peu comme vous tous, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe en Argentine, c'est-à-dire des politiques de confinement qui sont très différentes. Et on se rend compte qu'eux n'ont pas eu le problème, ont accepté d'avoir une surmortalité temporaire, mais in fine ont un taux de létalité finale qui est bien moindre que nous et qui va être moindre, plus le temps va passer, plus il va être moindre. Donc ça devrait nous faire réfléchir. Hein. L'expérience, ce n'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur, c'est prendre les leçons de ce qui s'est passé. Donc les leçons de ce qui s'est passé, c'est vraiment qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires et de risques à faire ce confinement qu'à ne pas le faire. Sur l'hydroxychloroquine, on est très proche de l'IHU, donc à Marseille, donc je suis très influencé effectivement par ça, mais je pense que les gens qui ne sont pas à Marseille ne se rendent pas compte de la qualité et de la quantité de savoir qui est produite à l'IHU. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de marginal, c'est pas vrai. Hein. Je sais pas combien il y a de séquenceurs, de machines pour faire des RT-PCR, etc. Enfin, c'est incroyable, c'est un endroit incroyable. Tous les gens qui viennent de l'étranger sont juste saisis en disant waouh, vous produisez tout ça. Il y a des gens qui, à Paris, commencent à comprendre ce qu'ils ont fait sur le souchage viral, c'est-à-dire les cultures cellulaires de virus qu'ils ont fait. Ils ont cultivé un nombre de virus incroyable en fait. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde vienne voir l'IHU, en tout cas les scientifiques, pour comprendre ce qui s'y passe et se dire mais ce sont les seuls aujourd'hui qui travaillent à ce niveau-là en France. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne d'autre qui travaille, hein. Il y a plein d'autres gens qui travaillent. Mais en tout cas, en termes de qualité de ce qui est produit, c'est juste incroyable. Et sur les variants, etc., voilà.
Et c'est pas, effectivement, l'hydroxychloroquine, le zithromax, le zinc, c'est pas une spécificité française, marseillaise, hein. C'est raillé en France, mais ailleurs, non. Il y a plein d'autres pays dans le monde où on l'utilise quotidiennement. Voilà, je ne redirai pas ce que dit Didier Raoult, mais vous irez sur ces 19 studies où il donne l'usage, la réalité de l'usage, et vous verrez que la moitié de l'humanité utilise l'hydroxychloroquine, et cette moitié de l'humanité a plutôt des meilleurs résultats que nous. Alors on va dire oui, c'est les pauvres, ils ne savent pas compter, etc. C'est toujours l'espèce de néocolonialisme blanc qui condescendant vis-à-vis de l'Afrique. Non, l'Afrique, ils savent compter, et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux que chez nous, en fait. Par contre, ils ont peur d'autre chose. Ils ont peur des conséquences économiques de ce qui se passe chez nous, parce que ça va avoir des conséquences sanitaires chez eux. Et les émeutes de la faim, etc., au Nigeria, ça, c'est les conséquences de notre folie économique. Et juste pour revenir un petit peu sur ces traitements, comment se fait-il que les sociétés savantes n'arrivent pas à justement extraire une science où il y a une telle opposition entre ce que tu déclares et ce que va dire la SPILF, par exemple, ou les positions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là-dedans pour… Je crois que le constat, c'est que notre science, actuellement, il y a des gens qui y croient comme à une religion, en fait. Ils sont dans un dogmatisme de cette science-là. Alors, cette science-là, c'est un processus industriel de fabrication du savoir qui, comme tous les processus industriels, en gros, connaît les mêmes subversions, c'est-à-dire qu'il fait toujours un peu plus de la même chose. Et puis, il est corruptible. Il est corruptible pas forcément parce que les gens sont méchants, mais parce qu'on a mis en place le fait qu'on allait chercher toujours dans cette direction-là. Actuellement, pour essayer de répondre à ta question, c'est une question un peu longue sur l'épistémologie, mais on a un problème de ce qu'on appellerait une corruption systémique. Et par là, il ne faut pas entendre que tout le monde est méchant. Il faut entendre que le système lui-même est perverti. Les gens qui vont faire un article scientifique ou une thèse, ils le font pas majoritairement actuellement en médecine pour comprendre quelque chose. Ils le font pour être agrégés. Ils le font pour faire leur thèse. Ils le font parce que c'est une commande d'un laboratoire. Ils le font parce qu'ils doivent avoir tant de points SIGAPS pour devenir MCUPH. Ils ne le font pas pour comprendre et pour poser une vraie question. L'autre chose, c'est que les techniques qu'ils utilisent sont toujours les mêmes techniques statistiques qu'ils utilisent parce qu'on leur a appris à l'école, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et donc, elles peuvent être inadaptées. On a beaucoup parlé de l'histoire de l'essai randomisé en phase épidémique. Ce n'est pas le bon outil pour répondre à la question. Il y a d'autres outils pour répondre. Et donc, les gens qui passent leur temps à dire oui, il n'y a que l'essai randomisé, contrôlé, placebo en double aveugle, en fait, c'est du dogmatisme. C'est des gens qui réfléchissent plus à ce qu'ils font, qui le font par automatisme. L'autre chose, c'est que si vous regardez les conflits d'intérêts, en fait, il y a plein de conflits d'intérêts. Et les gens s'en rendent même plus compte. Le conflit d'intérêts, il commence quand tu as un médecin, un représentant d'un laboratoire qui rentre dans ton bureau et qui te donne un stylo. Ça commence comme ça. C'est le principe du don et du contre-don. Sans même t'en rendre compte, tu vas lui être redevable. Et tu vas t'intéresser à son produit, tu vas faire une recherche sur son produit, etc. L'autre chose, c'est que les techniques des laboratoires pharmaceutiques s'apparentent à des techniques mafieuses, en fait, et ils passent leur temps à arroser ce qu'on appelle des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'ils créent dans chaque spécialité des leaders d'opinion. Et ces leaders d'opinion sont eux-mêmes souvent dans les sociétés savantes. Et eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont été instrumentalisés. Ils ne sont pas méchants, en vrai. C'est juste qu'on leur offre des avantages, on leur permet de faire telle ou telle recherche. D'un coup, ça se débloque, alors que ça ne se débloquait pas avec les sous publics. Et donc, ils sont plutôt contents. Ils se disent, bah ouais, on a besoin des labos pour réussir à travailler, à avancer. Sauf que ce qu'ils ne voient pas au passage, c'est que le labo a défini vers quoi ils avançaient, d'une manière ou d'une autre. Et surtout, on a sélectionné ces gens-là parce que c'était ceux qui étaient raccords avec les labos. Actuellement, la mode, c'est l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Il faut faire la médecine du futur avec plein de petits robots partout. C'est une connerie parce que c'est pas soutenable, parce que c'est pas les robots qui soignent, c'est les humains, voilà. Mais tous les chefs de service qui sont raccords avec ça vont devenir des leaders d'opinion, grassement payés par l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des biotech, du numérique, etc. Et donc à la fin, on produit un savoir qui est toujours le même et qui est très faux. Un savoir normatif, quoi, on va dire. Ouais, très normatif et frelaté. C'est-à-dire que il y a eu 2 rédacteurs en chef qui l'ont dit, le grand public doit le savoir, le rédacteur en chef du New England Journal of Medicine et du Lancet il y a quelques années qui ont dit bah, la publication médicale scientifique ne sert plus aux médecins à comprendre les maladies ni à soigner. Elle sert autre chose, elle est passée du côté obscur. Donc, une conférence de consensus qui va définir ce que tu dois faire au lit du malade, c'est des chercheurs qui vont se réunir ensemble, enfin des cliniciens qui vont se réunir ensemble et qui vont regarder l'état de la science
bah, ils vont définir ta pratique à partir des études scientifiques. Mais ces études scientifiques elles-mêmes sont frelatées, discutables, pas claires, méthodologiquement pas béton, etc. Donc à la fin, il reste que la médecine est un art et pas un processus automatisable algorithmique. Ça, je crois que c'est la clé de cette histoire. Oui, c'est peut-être le résumé de notre discussion, que la Ouais. médecine… Bon, Voilà. écoute, merci Mais ça, beaucoup. c'est une vraie discussion où on pourra aller beaucoup plus loin sur l'épistémologie, parce que moi, j'avais fait une conférence là-dessus sur l'anthropologie de la technique en santé, c'est la place que prend la technique et la notion de disruption. Dans toutes les écoles de commerce, toutes les écoles d'ingénieurs et tout ça, il y a l'idée qu'il faut disrupter, il faut faire de l'innovation de rupture. Mais ça veut dire casser ce qu'il y avait avant, en fait. Et cette disruption, elle a lieu actuellement dans la fabrique du savoir. On a cassé le savoir des vieux mandarins en disant ça, c'est pas, non, c'est pas fiable. Donc, on va faire un fil à couper le beurre méthodologique statistique. C'est l'evidence-based medicine, c'est ces études dont on parle là. Puis ce truc-là, en fait, est devenu lui-même une espèce de dogme avec plein de trucs faux, etc. Puis on a commencé à le remplacer par la duplication numérique du monde. C'est-à-dire, on a mis dans des datas, et ça, c'est le travail de Google, etc. C'est d'un coup de dupliquer le monde et d'avoir des datas sur tout et d'être capable de prédire ce qui va se passer juste après. Comme ils ont un état instantané du monde à T0, ils peuvent te dire à T+1 ce qui va se passer. Mais sans aucun souci de compréhension profonde. C'est juste qu'ils vont incrémenter le modèle. Et ça, ils sont en train de prendre la place en médecine. Google, mieux que toi, demain te dira comment tu vas et comment tu dois te soigner. Louis, je te propose, le problème, c'est que ça parce marche que, pour que ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Peut-être qu'on fera un deuxième débriefing sur ce sujet, parce que ça m'intéresse et je pense que ça intéressera les gens du rôle des réseaux sociaux et du rôle de Google. Peut-être qu'on fait un deuxième débriefing plus particulièrement là-dessus. En tout cas, merci beaucoup du temps que tu nous as octroyé et surtout, merci de nous avoir fait part de ce constat qui était un peu dur à porter, qui est un chemin de croix pour les médecins, du triage. Je pense qu'on n'entend pas souvent, mais je te remercie et surtout, je te remercie de la part des lecteurs de François, des membres de Bon Sens. Merci beaucoup à François et à Bon Sens. En fait, heureusement que vous êtes là. Je pense que vous faites partie des résistants dans cette histoire. Et donc, ouais, un grand merci. Puis, je fais ma prescription habituelle, si tu veux bien. C'est, voilà, éteignez la télé, éteignez les écrans et votre téléphone portable. Lisez François. Et puis, remettez-vous au contact de la réalité. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du réel. Il n'y a pas des tombereaux de morts dans la rue, il n'y a pas des charrois remplis de cadavres. Non, par contre, il y a des gens masqués qui se font la gueule les uns aux autres. Il y a des gens qui perdent leur commerce, il y a des gens qui perdent leur entreprise, etc. Ça, c'est la réalité. Si vous retouchez au réel, vous comprendrez la réalité, vous comprendrez ce qui est le plus important. Ok, écoute, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup Xavier, à bientôt. Bonne journée. Ouais, j'espère que j'ai pas trop dérapé.